Bonjour et bienvenue dans le Trading Point, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on se retrouve avec votre équipe habituelle, Jean-Luc, Baptiste et moi-même Quentin. Et notre invité spécial du soir, c'est Thomas, le COO de Lyceos Gate, qui va nous parler de la manipulation de marché et notamment de la théorie des cartels, qui va se présenter tout de suite. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité ce soir. Je suis ravi de pouvoir venir discuter sur ce qu'on appelle la théorie des cartels et la manipulation de l'information. Moi, au niveau de mon cursus, j'ai fait une licence économie-gestion. Je viens d'une formation assez économique. J'ai ouvert une ferme de mining en Hongrie, parce que j'ai découvert le Bitcoin en 2013. Euh, Ensuite, je me suis spécialisé dans l'impression 3D. J'ai ouvert une société dans les nouvelles technologies et plus précisément l'impression 3D. En 2016, je me suis concentré, excusez-moi, à 100% dans la blockchain où j'ai fait du consulting pour plusieurs médias, pour plusieurs entreprises. Et aujourd'hui, depuis plus d'un an, je travaille sur le projet SGAT, donc avec Baptiste ici présent, qui est notre ICO stratégiste et d'autres collaborateurs. Eh bien, impeccable. Je propose qu'on passe tout de Mhm. suite, qu'on passe au planning du soir. Alors aujourd'hui, on va définir quelque chose de plutôt important. On a déjà parlé du stop loss, ce genre de choses, et on va définir donc la target. La target, le take profit, parce qu'il est très important de la définir tout de suite pour rentrer tout de suite vraiment dans son plan de trading et éviter le surplus, éviter la gourmandise qui pourrait amener au final à perdre de l'argent, ce qui est bête en soi. Et on va suivre comme habituellement la tendance des marchés crypto, un petit point trade sur les marchés financiers classiques. Je pense qu'on a du lourd en ce moment avec la guerre commerciale de Trump qui est vraiment ratifiée. Et du coup, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est le grand débat de ce lundi. C'est la théorie des cartels et la manipulation d'informations. Quelque chose qui nous touche tous les jours, qui est malheureusement trop présent et dont il faut vraiment parler et de se prémunir. C'est très très important. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut passer tout de suite au Take Profit. Eh Ah, ben c'est avec parfait. plaisir. Je crois que c'est le meilleur point qu'on a abordé jusqu'à maintenant dans les petits tips trading, le Take Profit, ce qui fait toujours plaisir. Alors le Take Ah, Profit, prendre de l'argent, ça fait plaisir. a toujours, Du coup, et tout le monde est content. c'est clair. Alors le Take Profit, c'est quelque chose qui va se déterminer tout de suite, vraiment au début dans la mise en place, déjà qui est déterminé dans la stratégie de trading, mais outre ça, qui va se mettre en place tout de suite avec le plan. Parce que forcément un plan, on va rentrer en position parce qu'on a eu c'est le signal qui rentre dans le cadre de notre stratégie. On a le stop loss, mais on a aussi le take profit qui est relativement important. Toujours avoir une cible en tête. Jean-Luc, est-ce que tu peux commenter ça aussi? Jean-Luc? Salut les crypto-dingos. Oui, 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 c'est important d'abord de définir toujours un plan de trade. Quoi que l'on fasse sur les marchés, avant tout, il faut savoir pourquoi on y va, quel est le risque que l'on va prendre, quels sont les objectifs, quel est le rythme par rapport au retour sur investissement. Les objectifs sont assez multiples sur les prises de position. Ça peut être des reports graphiques, ça peut être des correctives comme on vient de faire ces 4 ou 5 jours derniers sur des canaux, par exemple, des correctives haussières dans des tendances baissières. Ça peut être des reports de range, ça peut être des figures graphiques comme des drapeaux, comme des doubles bottoms, des doubles tops, des choses comme ça. Et surtout, les meilleures sorties sur objectif, ce sont les sorties sur objectif dans l'exagération de la tendance qu'on est en train de travailler. C'est-à-dire que si, par exemple, on travaillait un setup qui se vérifie et quand arrivé sur la zone que l'on cherchait à sortir, ça accélère dans notre sens et que ça donne encore plus que ce qui était prévu, bien en général, c'est merci, au revoir, merci, je vais à la plage. On encaisse les bénéfices, hein, on prend les noisettes, ou tout du moins, on allège notre position de 50, voire de 80%.
Quand on est en intraday, hein, je parle, hein, par exemple. Et si par exemple c'était pour une tenue de position peut-être plus long terme, on peut garder 20% du bag et éventuellement, quand il y aura une correction possible, refile, comme on dit, renforcer la position avec éventuellement les gains que l'on aura fait. Alors, j'ai une petite question, Jean-Luc. J'aimerais savoir pour toi, quels sont le pourcentage de take profit qui serait, disons, bien. Dans les règles, on dit toujours au moins deux fois et demi, voire trois fois le risque. Ouais, L'idéal, c'est faire 5 fois. Mais après, la difficulté, c'est que le marché, il va pas forcément là où on veut. Et souvent, on fait beaucoup de neutres. Il y a un take profit qu'on pense pas on n'en parle pas souvent. C'est le break-even. C'est-à-dire que souvent, en fait, on fait souvent des trades neutres dans notre système de trading, hein. C'est-à-dire que on rentre sur la position, etc. Dans le marché, le trade semble bien se dérouler. D'un coup, eh bien, on rencontre un point dur, une divergence, un volume, quelque chose qui fait que il va pas, on va pas aller à l'objectif. Le timing, par exemple, aussi, qui s'est consommé. Eh bien, on protège la position et souvent le marché vient nous mettre en break-even, c'est-à-dire nous mettre sur le neutre. C'est-à-dire que le trade fait zéro. Dire on n'a pas perdu ou une petite perte, hein, mais on n'a pas perdu, on n'a pas gagné, mais on fait zéro. C'est le neutre aussi, hein. Ça arrive d'accord. souvent. Mais c'est vrai que dans tous les livres, on rencontre deux fois et demi, trois fois, 5 fois. Après, c'est vrai qu'en crypto, il y a souvent dans quelques petites exagérations de cours. On a vu il n'y a pas longtemps EOS qui fait 10% sur quelques bougies de 30, 4 ou 5 bougies de 30 minutes en 1 heure. Derrière, qui enchaîne un 20%, voilà, c'est des choses un petit peu fantastiques sur la crypto. C'est du C'est pur FOMO. pas, voilà, Et toi, c'est du coup, pas du rationnel, c'est pas rationnel. En général, sur les marchés traditionnels, c'est beaucoup moins rapide, c'est oui. beaucoup moins volatile, c'est beaucoup plus, entre guillemets, lent, c'est plus lent. Ouais, il y a une question d'effet de levier aussi qui n'est pas le même dans la crypto et dans les marchés classiques. Mais toi, du coup, tu fais beaucoup de trading sur les cryptos? Oui, j'aime bien essayer de trouver en force relative comment j'appelle ça, les pépites qui surperforment l'indice. On a vu quelques petites pépites, si vous avez observé. Par exemple, je vais en donner quelques-unes, mais c'est juste comme ça comme exemple. On a vu, On te fait pas de conseils d'investissement, je le ouais, on ne fait pas répète de conseil encore et encore. d'investissement. C'est Ouais, juste bien sûr, bon, bien sûr. je ne vais pas donner les noms, alors, mais c'est juste en fait Si, de si, oui, repérer tu peux celles donner les qui, noms. Mais juste, on ne fait par pas de exemple, on conseils. a vu EOS, BNB, Ontologie. En fait, on voit en fait des actifs qui semblent s'émanciper un peu du BTC et qui semblent le surperformer. C'est-à-dire que leur force en fait est opposée à la sienne. Quand lui baisse, eh bien, on peut dire qu'il corrige un petit peu. Par contre, dès qu'il corrige à peine ou qu'il monte, alors là, elle surperforme, elle lâche toute cette force et on les voit faire des mouvements opposés au BTC. Le BTC baisse et les plus forts montent. Alors là, c'est assez intéressant d'observer cela. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est sur un bag, diviser un bag ou le fractionner en quatre parties, faire une partie, par exemple, investissement long terme sur des pépites ou des projets qui nous intéressent et les conserver plus ou moins à moyen long terme. Et éventuellement, si on veut conserver ces actifs, eh bien, se faire un petit portefeuille spéculatif sur les exchanges que vous connaissez et éventuellement, comme on dit, shorter le BTC pour se couvrir, par exemple. On peut, par exemple, se dire, bon, ben, moi, j'ai quand même un petit bag de crypto, ben, je risque, par exemple, là, qu'elle soit dévaluée pour pas trop perdre, eh bien, je vais vendre du BTC puisqu'il est baissier, puisque on peut se le permettre parce que les actifs sur certaines plateformes, on ne peut pas tous les shorter, à part certains. Donc, les actifs qu'on ne peut pas shorter, qu'on veut conserver, si on ne veut pas sortir de position, eh bien, on peut spéculer le BTC, faire en fait du hedging, quoi, une couverture, comme quand on fait sur les marchés traditionnels. Donc, on short le BTC, par exemple, en ce moment, et éventuellement, on conserve nos actifs, ou alors on allège les positions sur les actifs, et on essaye d'équilibrer notre portefeuille pour pas trop perdre euh, dans tout ça. C'est peut-être le plus important. Et surtout, pour revenir du coup au take profit, le take profit est quand même très important, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, à placer une stratégie. Et ça évite
Moi, je sais que j'ai fait l'erreur, je le dis parce que j'ai fait l'erreur plein de fois, et puis je pense que c'est normal. Ça peut toujours monter plus haut, mais il vaut mieux encaisser peut-être 5% qui sont déjà énormes, hein. Enfin, c'est déjà du bon job, mais il vaut mieux encaisser 5% sûr que 10% peut-être qui n'arriveront jamais, et comme l'a dit tout à l'heure Jean-Luc, on part en break-even, et au final, on repart à zéro, ou soit juste avec une petite perte. Ouais. J'aimerais aussi rebondir sur un fait qui s'est produit en fin d'année 2017 où on a vu toutes les cryptos monter. On pouvait se lever un matin, voir des cryptos qui avaient fait 2 ou 300%. Mais si on aurait placé notre take profit à ce moment-là, on aurait aussi loupé de superbes occasions. Enfin, ce que je veux dire, c'est que depuis le début d'année 2018, le marché en général s'est écroulé. Il était très difficile de faire des profits. Donc oui, faire du petit take profit sur du 5, 10, 15%, c'est très intéressant et il faut le faire, sinon on peut avoir de grosses pertes. Mais lorsque le marché explose et que toutes les cryptos augmentent, comme on l'a vu l'année dernière, ça peut être bien aussi de laisser Courir voir l'air. le marché, ouais, prendre le Euh, risque en fait, oui. prendre le risque de faire un gros bénéfice. Si ça rentre, excuse-moi Jean-Luc. Oui, oui, comme si ça rentre dans ton plan, dans ton cadre dans ton plan de trade, il n'y a pas de problème de faire cette stratégie-là. Ce qui est important, c'est surtout dans le chaos du marché, c'est le trader et son plan de trade. C'est-à-dire que tout le reste est complètement aléatoire et complètement subjectif. La seule chose qui soit structurée et qui soit fondée, c'est le trader et son plan de trade. C'est-à-dire bien de définir sa perte, éventuellement son take profit et sa sortie par invalidation si le timing est consommé ou si le marché ne part pas dans notre sens. C'est-à-dire, c'est ça, respecter les règles. C'est-à-dire, avoir des garde-fous, définir pourquoi je vais sur les marchés, quelle est ma durée d'exposition, et respecter ces garde-fous, parce que le marché sera là encore demain, et nous, on sera plus sur le bas, mais le marché sera encore là. Donc, ce qu'il faut, c'est protéger l'outil de travail, le capital, bien sûr, surtout aussi notre condition physique, parce que ça fatigue le trading. L'over trading, on a tous rencontré ça, ça fatigue. L'over devant les écrans aussi, passer 16 heures devant les écrans, même si on ne trade pas, ben, ça nous carbonise, hein, ça nous brûle les yeux, ça nous brûle la tête, et puis ça, c'est pas productif. Donc il faut vraiment avoir un garde-fou et structurer tout ça. Après, quand on est en marché bulle, comme tu l'as dit, et que les moyennes mobiles journalières sont toutes haussières, c'est sûr qu'on peut, par exemple, encaisser la moitié de l'objectif journalier et laisser courir 50% du bag et renforcer la position si la résistance saute et qu'ensuite ça continue. Donc Ouais. là l'intérêt, c'est toujours d'essayer quand même d'engranger un petit peu de noisettes pour quand même structurer tout ça et pour s'habituer justement à travailler la position. Je rentre petit, si le marché me donne raison, je renforce, j'alaise, je sors sur objectif. Je reprends position, je renforce, j'allège, je sors sur objectif. Et on fait un rythme comme un exercice, comme une routine, mais surtout, c'est nous qui donnons les conditions au marché. Et ce n'est pas le marché qui décide à notre place. Alors c'est sûr que des fois, on ne fait pas forcément les bons choix, mais on apprend. La prochaine fois, on dit, oh purée, la prochaine fois, ben, je ne sortirai pas autant, je ne sortirai pas ceci. En fait, on affine nos sorties, on affine nos stratégies, et tout doucement, eh bien, on commence à être affûté, à être plus performant. Et notre petite routine, eh bien, elle est bien sympa après. Ça va. Et ça t'arrive, toi, Jean-Luc, de enlever tes take profits? Ou dans un certain temps? Ah oui, 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 parce que par exemple, si le marché, si je viens de rentrer en position, le marché est généreux, mon plan de trade, il se cale au marché, et qu'au bout de 40 minutes, je suis à l'objectif et que j'ai fait un beau billet, c'est dommage de ne pas le prendre. Alors je me dis, encaisse 80% des bénéfices, ou 70%, ou enfin encaisse quelque chose, puisque c'était arrivé sur objectif, et éventuellement, puisque tu vois que tous les repères sautent et que tu n'es même pas en danger sur cette position, tu es en break-even, tu es protégé, tu as un gain possible, je suis en position confortable, là, en fait, je laisse courir la cerise sur le gâteau, je laisse courir la position, et éventuellement, je serai attentif à des volumes et à des exagérations vraiment puissantes dans le sens du mouvement. Mais oui, ça arrive de sortir un peu du cadre, c'est un peu
c'est-à-dire qu'il y a le cadre de base et ensuite, quand on est surtout en position favorable, c'est plus agréable de pouvoir, comment dire, changer le curseur dans notre sens. Autant quand c'est contre nous, ben, c'est plus compliqué, mais là, quand c'est en notre faveur, c'est sûr que c'est plus confortable. D'accord, donc dans tous les cas, tu laisses quand même courir un take profit qui prend une partie de tes gains pour sécuriser ton ordre. Oui, parce que j'ai vu par exemple sur EOS il y a pas longtemps, ou un exemple BAT il y a un mois à peu près, BAT, je suis arrivé sur objectif, il a accéléré, je suis sorti de position 100%, derrière il a encore fait peut-être, c'est une journée où il avait fait 25 ou 30%. Bon, j'ai laissé. Le marché avait une potentialité que je n'ai pas présagée et j'étais complètement surpris par cette poussée haussière qui était tellement inattendue, tellement bon, voilà, c'était des exagérations dans le sens de la tendance, mais au-delà du rationnel et du comment dire du raisonnable, parce que l'espoir raisonnable de gain, il existe en trading. Et là, c'est carrément sorti du cadre habituel. C'était exponentiel. Donc, c'est du jamais vu. Pour moi, jamais vu. C'est-à-dire, il y avait un profit, derrière, il y avait encore 3 fois le profit. C'est énorme. Et dans ces Bon, cas-là voilà. où Donc ça... maintenant, pardon. Excuse-moi, vas-y. Et dans ces cas-là où ton take profit, justement, ça dépasse tes espérances, où tu places ton take profit, par exemple, tu as parlé de BAT, si tu dépasses ton take profit qui a X, tu le replaces où? Après, tu le places très très haut, tu attends un jour, deux jours, Je laisse courir. Je laisse courir. Je fais, comment dire, si je pouvais dire, j'essaie de faire un trading stop intelligent, c'est-à-dire j'essaie de me positionner les divergences, par exemple, qu'on a explosées, ou les zones de support-résistance, et j'essaie de faire évoluer mon stop, pas comme un stop suiveur, parce que le stop suiveur, c'est mieux statistiquement de sortir sur objectif dans le sens de la tendance que d'être stoppé par un stop suiveur. Bon, un stop suiveur, c'est pas non plus le pire des stops, mais c'est pas le meilleur des stops. Il faut mieux sortir sur les exagérations dans le sens du mouvement qu'on sort. Mais j'essaie de faire un stop loss intelligent, c'est-à-dire là où j'attendais des difficultés et des divergences, par exemple, ou des volumes, enfin des résistances, là où ça saute, en fait, j'essaye de me repositionner là où ça a sauté et où j'attendais la résistance, par exemple, et de faire évoluer ce stop en fonction de tous les niveaux qu'on enfonce. Donc tous les niveaux enfoncés, eh bien, je remonte mon stop vers sur ces niveaux qui ont sauté, en fait. Tiens, en Donc parlant j'essaie de stop enfoncé, je pense qu'on peut faire un petit parallèle avec le sujet qui nous concerne tout de suite après. Donc, le petit point trade crypto. Arrête-moi si je me trompe, mais juste là maintenant, j'ai envie de shorter. Alors c'est toujours pas de conseil d'investissement, je le précise, mais juste en dessous du pivot weekly, donc qui est sorti hier soir à 2h du matin, on vient de venir le retaper gentiment, donc entre autres le légendaire pullback. Un bon petit short pour aller enfoncer du support. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Tiens, Jean-Luc. Qu'est-ce que Alors, sur le BTC, oui, pourquoi pas, ou même sur l'Ethereum. La difficulté sur cette séquence on vient d'avoir là sur les 6 derniers jours, on a vu que le 12 février et le 14 avril, on a eu en fait un rythme cyclique, c'est-à-dire tout le monde a vu sur l'unité de temps journalière un support montant dynamique, une trendline dynamique, et on a vu qu'à chaque fois qu'on tapait sur ce niveau, on avait une corrective bulle. Tout le monde a bien vu ce niveau, donc on est en fait sur une phase haussière journalière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un timing favorable contre tendance, bulle possible. Les 2 dernières fois où on a tapé ces niveaux, on a vu que la 20 journalière a cédé avec une très grosse bougie en général qui fait à peu près $1000. Si vous regardez le 14 avril et le 12 février, dans ces eaux-là, on a vu 2 grosses bougies de $1000 à peu près qui cassent la 20 journalière. Pourquoi la moyenne mobile 20 journalière? Parce que c'est une des moyennes mobiles qui est les plus utilisées et c'est celle qui est sur le milieu des bandes de Bollinger, comme on veut, et c'est beaucoup de traders américains qui utilisent les bandes de Bollinger. Enfin, la moyenne mobile 20 simple aussi, elle est calée sur pas mal d'indicateurs, donc elle est assez pertinente et on voit en fait qu'on l'a vendue ce coup-là. Donc là, c'est embêtant. Pourquoi? Parce qu'on est sur une phase haussière, c'est-à-dire qu'on aurait un timing bulle ouvert pour eux, mais la difficulté, c'est qu'ils ne prennent pas cette ouverture.
Au lieu que la moyenne mobile 20 journalière se fasse corriger, comme on a vu les deux dernières fois, par à peu près $1000 de grosse bougie verte, là, elle est shortée. Alors, c'est très embêtant pour les haussiers. Moi, personnellement, je ne donne pas d'avis, mais je pense peut-être comment on appelle ça, un bull trap, parce que on avait la possibilité, en fait, dans le timing, de casser la 20 journalière, et on ne le fait pas. Par rapport aux deux autres comportements qu'on a eu là précédemment, on attendait cette belle bougie journalière et cette récurrence apparemment, à moins que d'ici demain elle arrive, elle ne se reproduit pas. Donc là on est un peu embêté parce que le timing était favorable à achat contre tendance, mais la tendance de fond donc est weekly baissière, on le voit avec la 20 weekly qui est au-dessus des cours et la 20 journalière qui est au-dessus aussi. Peut-être poster ta charte dans le chat live. Alors, pas dans le chat live, mais dans l'analyse technique, ils y sont. Excusez-moi, je suis à la montagne et en fait, je n'ai pas les cours devant les yeux, j'ai juste un minimum. Je suis à 2000 mètres d'altitude et ça passe pas super bien. Mais en fait, vous le voyez bien, la moyenne mobile 20 journalière coiffe les cours. Et on a un canal journalier qui est baissier en journalier et on aurait dû casser cette moyenne mobile et en fait, on l'a pas cassée. Et j'ai regardé tout à l'heure sur un graphe figé, la moyenne mobile en fait est vendue sur l'Ethereum et sur le BTC. Donc les bulles semblent ne pas prendre ce timing favorablement. Et la difficulté, c'est que cette phase haussière, si elle n'est pas prise, en fait, elle va se consommer. Ça veut dire que même si, par exemple, maintenant, on ne s'effondre pas, mais les bières quand même ont la main, cette phase, elle va se consommer dans le temps. Et ensuite, le décalage va se faire et au mois de juillet, la phase va devenir baissière. Donc, si maintenant les bulles ne prennent pas cette fenêtre d'opportunité corrective et cette phase haussière pour enfoncer les repères vendeurs, eh bien, les vendeurs, dans leur timing, vont faire casser le train dynamique que nous voyons bien en journalier et derrière, ça sera allé pour visiter la zone des 6005. Donc, si les acheteurs ne se manifestent pas et qu'on recasse le plus bas il y a 5 jours, qu'on a bien vu avec... tout le monde a vu l'avalement haussier qu'on a fait en journalier sur l'Ethereum, sur le BTC, sur pas mal d'actifs. Donc, si on recasse cette zone-là de support, marquée par cette action-réaction et le train dynamique bulle, eh bien derrière, le temps à partir aux bulles va se consommer. Derrière, on aura la phase baissière qui va arriver et on risque de partir vers le bas quand même assez violemment. Je vais illustrer un petit peu ce que tu dis en mettant le petit avalement haussier. L'avalement haussier daily du 29, il y a quelques jours. Oui, quelques jours. Je vais le notifier pour bien... Mais sinon, vous avez les graphes dans analyse technique. Et vous avez le graphe qui résumait la bougie, les deux bougies dont je parlais. Donc, c'est dans analyse technique, jeudi dernier à 10h09, avec l'explication technique des deux bougies précédentes qu'on a eues, donc le 14 février et le 12 avril. Voilà, j'ai cherché le post que j'avais mis. Regardez si vous le souhaitez. Dans analyse technique, jeudi dernier à 10h09, BTC jour. Donc, on voit bien le train de dynamique vert. Et sur ce train de dynamique, normalement, on avait des grosses impulsions. Donc là, on marque de nouveau un avalement haussier, le 29, comme tu le dis. Et on devait avoir une bougie verte qui casse la 20 journalière. Et là, si on observe les cours à l'heure actuelle, on a la moyenne mobile qui repousse les cours. Et donc du coup, là, on sera fixé normalement dans les jours à venir si on recasse l'action-réaction et le train de dynamique vert, là, c'est plié pour aller chercher le bas de canal. D'ailleurs, on est à 7040 dollars en support. D'accord, ouais, ça sent le pâté, comme on dit. Hein, parce que normalement, on aurait dû avoir cette belle bougie verte comme le 14 et le 12. On n'a pas. On n'a pas cette force bulle. Donc, le weekly reste baissier avec la 20 au-dessus. Le daily reste baissier. Oui. Il faut garder espoir quand même. Alors, il y a encore ce support, bien sûr, le support qu'on a marqué avec l'avalement entier. Le marché peut très bien rester en range maintenant entre le haut de la moyenne mobile 20 et le bas qu'on a marqué le 29. Hein, on peut définir un range. Si le support en bas de ce range
cède, les vendeurs remportent. Si encore demain, on a cette fameuse bougie de 1000 $ qui venait à casser le haut de la moyenne mobile et le haut de la résistance aujourd'hui, on serait encore dans l'expectative d'une corrective. Une corrective qui irait chercher le dynamique, le trend dynamique weekly, hein, c'est-à-dire la résistance dynamique baissière rouge, l'oblique rouge que l'on voit sur le graphe. D'accord. Ça serait à peu près pour aller chercher la zone des 1007, je ne vois pas très bien, mais la zone des 9000, quelque chose comme ça à peu près, par exemple, ça serait ça. Ah Ça non, serait mais la 20, attends, la 20 du weekly. la 20 du weekly. Hop, hop, hop. Ouais, bah là, moi, mon Ishimoku, ce qu'il me dit, c'est que bah, alors je vais pas dire moyenne mobile, et surtout pour les puristes qui pourraient m'entendre, j'aime beaucoup Ishimoku, je vais résumer simplement pour ceux qui ne connaissent pas en disant moyenne mobile, mais ne me prenez pas au mot, s'il vous plaît. Mais en gros, la Tenkan, qui est la moyenne mobile, vous le voyez pas, mais je mets des guillemets, qui est environ à 7400 et des patates. Et on a la Kijun, donc qui elle, a toujours la moyenne mobile, je remets des guillemets, hein, je précise, qui est toujours la plus éloignée du cours et qui, selon où elle est placée, est la résistance ou le support euh, plus puissant du cours, toujours en fonction de la time frame bien sûr, on pourra aller chercher jusqu'en 8200, 8215, 8170, plus ou moins. On a... Ouais, c'est il faudrait que BTC revienne tester des supports plus bas. Enfin, alors ça c'est un avis personnel juste du scénario. Les 6350, 6400 en prochain support, je pense qu'on est... Oui, c'est Ah, ça, moi, je t'en- je- c'est le support cède, oui. Si la base de l'action-réaction et le train dynamique saute, c'est ça. C'est le Pourquoi il ne prochain s'arrêterait modalité. pas à ces derniers supports des derniers mois, 6800 par exemple, ou 6500? 6800, Je pense 6800. que, Où, ouais, entre. où est-ce qu'on a un support ou comment tu le Bah, là, situes? là, je fais une moyenne, mais par exemple, au mois d'avril, le Bitcoin, il est descendu et on l'a vu stagner quelques jours sur un support de Ouais, un 6800 peu, dollars, ouais, le ouais, support de c'est Oui, 1000 oui, 2000 c'est vrai. par rapport dollars, à à peu avril. près, hein, pour rester vague, parce qu'on peut dire qu'il était entre 6008 et 6006. Et en février, on l'a vu aussi taper ce même support. Oui, oui, c'est ça. C'est un support dynamique montant. Oui, c'est un support, une oblique montante. Donc, vous pensez que si le Bitcoin tend à cracher dans les jours à venir, il descendra Ben, en dessous de ces deux derniers supports? disons que tu vois le train dynamique qu'on a mis en vert haussier. Ouais, En fait, tous ceux qui sont rentrés en avril et qui n'ont pas encaissé complètement leur position là-haut, qui n'ont pas lâché leur position, eh ben, ils ont fait évoluer leur stop loss en dessous de cette oblique. d'accord, D'accord? Si d'accord. l'oblique cède, en fait, les acheteurs, les acheteurs qui ont leur stop loss ici, ce sont des vendeurs potentiels. Ouais, Donc, si le support cède, eux, ils vont passer vendeurs aussi, ce sont des vendeurs potentiels. Les acheteurs, ils ont un stop loss vendeur. Donc, en fait, euh, on va avoir une bougie rouge qui va déclencher tous les stop loss et qui va faire une grosse bougie rouge. Un bon ok. squeeze. Si les stop loss sont placés de cette manière-là, sous ce support dynamique. On le voit bien en journalier. Hein. Euh, euh, c'est ça la difficulté, c'est que les stop loss sont là. C'est les acheteurs en vendant leur position, qui vont faire que les cours vont baisser. Et les Ouais, vendeurs potentiels aussi vont s'engouffrer. Ouais, si on casse tous les Mais la stop loss, ça va difficulté, aller plus bas, hein, c'est sûr. ben, au moins c'est bien le graphique qu'il a montré Quentin, au moins pour aller chercher les 6000, c'est les 6440 apparemment, alors le support horizontal, celui dont tu parlerais. Mais si par exemple la première oblique cède, ça sera aller pour aller chercher les 6440 à peu près. Le S1 qui est noté sur son graphe. J'argumente un petit peu, je publie les charts Mhm. dans le chat live si jamais, et justement qui correspondrait à la trend, la grosse trend dont vous a parlé lors de notre toute première émission, la grosse trend baissière qu'on a brisé en avril, plus ou moins le 20 avril, avec la grosse bougie, quelques jours après la grosse bougie de 15% qui avait d'ailleurs surpris tout le monde à l'issue de cette grosse consolidation qu'on voyait tous baissière. Euh,
Et ouais, on pourrait venir taper légèrement plus bas. S'il y en a qui ont des chats, il y en a qui ont des grappes, vous pouvez les mettre dans le chat là, donner des. Voilà. Tiens, il y a Ariel qui met son chat, c'est pas mal, c'est intéressant, super. Oui, c'est ça, tout le monde, Ah bah exactement. oui, carrément, ouais. Tout le monde a ce trend-là dynamique qui monte et tout le monde a le support exactement, etc. C'est ça. Peut-être un peu en dessous le support à 6610 sur le dernier plus bas que tu as mis, mais c'est une zone, c'est ça exactement. Et ensuite, éventuellement, vous voyez, on pourrait aller chercher le bas de canal aussi qu'a mis Axel. Le bas de canal qui lui est baissier. Si le support des 6610. Donc en premier, si l'oblique dynamique saute, on vient chercher 6610 par exemple. Et si le 6610 saute, on ira chercher le bas de canal de Ariel qu'on ne voit pas, mais qui semble être sous les 6000, vers les 6000 quoi. Bon, on n'y est pas. Hein. C'est Par contre, vraiment triste. pour que les bulles l'emportent, c'est bien ce qu'il a fait, là, c'est impeccable ce graphe. Là. Il faudrait repasser les 7754, 7754 et même 8065 pour essayer d'aller rechercher exactement 8006 ou 9000, la zone de la dynamique baissière, du train de baissier qui est marqué. Là. Merci Ariel, super, impeccable. De toute façon, les séquences elles sont multiples. Il faut trouver la combinaison, il ne faut pas être pressé, elle va venir tout doucement. J'ai un ami, je pense que tu le reconnaîtras sûrement, Jean-Luc. Un Corse, beaucoup de caractère. Il dit on s'en fout si le Bitcoin baisse, on est là pour le projet. Non, Alors oui, je suis d'accord, je le plaisante bien sûr. projet, mais non, bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'on peut protéger nos positions. On peut aussi, par exemple, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer quelque chose qui peut être pas trop mal. On peut, par exemple, j'ai vu sur Binance, on peut acheter du Binance Coin avec d'autres paires, par exemple. J'ai vu que le Binance Coin bien, était assez fort, il performait pas mal. Par exemple, si on a des actifs et on veut pas trop qu'ils s'effondrent et qu'on veut renforcer sa position en Binance, on peut par exemple acheter du Binance versus une autre paire. Par exemple, c'est un truc qui est pas trop mal. On peut passer en USDT. Ne rien faire, c'est aussi une position de trading. Ne rien faire, c'est ne pas perdre d'argent, protéger l'outil, le capital, et surtout se préparer à de futures plus-values. Parce que quand on n'est pas sur le marché, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est plus lucide, on peut préparer d'autres techniques, on continue nos recherches, on trouve les pépites, on les cherche. Et ça n'empêche pas que 2 jours après, le capital qu'on a en USDT, il est disponible. Et on Pour peut une réinjection. éventuellement investir dans une ICO, si on aime faire ça. On peut investir dans un autre projet, dans une autre pépite. On peut prendre des vacances avec l'argent qu'on a encaissé. Il y a plein de choses à faire. Donc, on ne perd jamais en trading, en fait. Hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment Prendre son temps. respecter, prendre son temps. Et puis, c'est comme dans la vie, il y a quelques règles à respecter, même si des fois on n'aime pas respecter les règles. En trading, il faut aussi les respecter parce que le marché, il nous retourne avec le bruit, l'agitation. Si on ne sait pas ce qu'on fait, on se fait vite avoir. Donc, par exemple, on peut se mettre des garde-fous. Par exemple, 3 trades perdants par jour. Eh ben, on arrête de trader, ça peut être déjà pas mal. On peut, par exemple, je sais pas moi, 3, 5, 6% de capital, on arrête de trader pendant 2, 3 jours. 10% de capital, eh ben, on ferme un peu les graphes et on va se rafraîchir la tête parce qu'il y a un problème avec la méthode. On est trop sur les cours, on est ou en overtrading ou on est pas bon. Donc il faut prendre du recul. Il faut compter, on peut observer aussi le timing. Des fois, le marché offre des régularités de cycle, que ce soit sur le 30 minutes, sur le 5 minutes, on peut observer des régularités avec des phases de cycle qui sont observables, essayer de travailler ces phases-là. On peut, par exemple, si on n'est pas impliqué, on fait autre chose. Hein. On peut customiser son TradingView, on peut faire des recherches. C'est super la crypto parce que y a plein de possibilités. Il n'y a pas que être investi dans le trading. Et puis de toute façon, on ne peut pas tout prendre dans le marché. Assez souvent, le marché, c'est a posteriori, donc c'est après. On dit, ouais, purée, si j'avais acheté le BTC là, on a tous notre histoire avec le BTC. Hein. Si moi je l'avais acheté à 1 000 et tu eu à 20 000, j'aurais gagné 19 000. Non, non, c'est pas ça. J'aurais jamais pris les 19 000 d'un bloc. J'aurais lâché avant ou j'aurais switché la position, j'aurais fait d'autres trucs. Enfin, c'est jamais comme ça. On ne peut pas dire, tiens, je les ai eus à quelques centimes, il est monté à 20 000, j'ai tout fait. Très peu ont pu faire ça. Hein. Donc le marché. Je pense qu'il y a pas mal de monde aussi dans le monde des cryptos qui préfèrent le placement sur le long terme. Par exemple, attendre 1 an et on est sûr de pouvoir récupérer des gains au bout d'1 an.
ça peut être beaucoup moins risqué que de faire du trading tous les jours. Et les Ouais. gains peuvent être aussi presque corrélés. Oui, mais on peut holder aussi en ajustant la position. Parce que holder avec moins 87% sur une position, à mon humble avis, à un moment donné, c'est plus du holding, c'est de la souffrance. Ouais, Euh, clairement. donc, il vaut mieux alléger un bag, même sur un produit qui est béton, et éventuellement renforcer la position avec ce qu'on a récupéré sur quelque chose qui fait beaucoup moins que 87%. Par exemple, on a vu. Si on considère que le long terme, c'est un an, il n'y a peut-être aucune crypto projet sérieux qui a fait moins 87% à l'année. S'il y en a quelques-uns, on peut le voir sur des sites où ils montrent les ATH, on le voit bien. Par exemple, il y a Decred, je crois qu'il a fait moins 65%. C'est un exemple. Le BTC, Ouais. il n'a fait que moins 60%, je crois. Hein. Non, le Le BTC, si BTC, on le prend à jour J, il y a un an, il a fait peut-être plus 100%. voilà. Donc, mais par contre, il y a des bons projets qui ont quand même fait moins 80% ou moins 83%. Donc, à un Après, moment donné, il faut évaluer sa perte en pourcentage. Moi, je sais que moins 30% sur un actif, je préfère sortir 80% de la position, alléger la voilure. Et puis, le jour où on a vu, hein, c'est de la hype, hein, la crypto. Vous avez vu, à un moment, le BAT, c'était la folie. Ben là, plus personne n'est sur le BAT, il est abandonné. Pourtant, c'est un super projet. On a vu. Hein. Après, c'est des hypes, on a vu, c'est très bizarre comme fonctionnement. Verge, personne n'attendait un truc comme ça. Bon, il est parti au lol. plafond. Après, ben maintenant, il est un peu aux oubliettes. On a vu, c'est des modes. Alors, éventuellement, peut-être, je me trompe, mais se dire, ben, moi, quand je perds 30% de mon capital, je crois au projet, mais je lâche 75%, j'en conserve 25%, je mets des alertes sur TradingView, et le jour où ça repasse des niveaux intéressants de support ou quoi, ben, mes alertes me préviennent et je me remets en position sur cet actif. Après, ce Mais qui est important, chacun fait comme il peut. c'est un peu pour soutenir Jean-Luc, mais d'une vision différente. C'est sûr que une monnaie, enfin un cryptoactif peut faire du 100%, 200%, on a même vu des 8000%. Bon, c'est pas resté bien longtemps aussi haut, hein, mais c'est eu arrivé en Mhm. quelques heures, jours, mais il faut toujours se mettre en position de sécurité. Toujours l'exposition au marché. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent faire voilà, du 8000%, enfin je prends le cas extrême, mais c'est sur un marché où il y a bientôt 2000 coins en circulation, tous plus pourris les uns que les autres. Enfin, vous m'avez compris, hein, non, je fais une généralité parce qu'il y en a des très très bien, des bons projets, des bonnes startups ou des bonnes idées tout court. Mais la sécurité, mettre son argent vraiment en sécurité, c'est important. Le Bitcoin, je suis convaincu, bon, j'extrapole encore une fois, qu'il y aura 1 million de dollars. Mais en attendant, si par exemple moi j'avais acheté le mien à 19-20 000 dollars et qu'aujourd'hui on en est où on serait, eh ben je serais bloqué, j'aurais pas pu faire fructifier mon capital. Et la Ouais. sécurité, c'est peut-être mieux c'est totalement d'ailleurs en corrélation avec le tech profit. C'est mieux de faire par exemple un 100%, ce qui peut arriver très très rapidement sur un capital, de faire un 100% de profit qu'un potentiel 1000% qui arrivera jamais. Ouais, alors moi je suis tout à fait d'accord avec vous dans le sens où être trader, bah, c'est un métier. Aujourd'hui, comme tu l'expliquais, il faut avoir un plan de trading, s'y mettre tous les jours et vraiment suivre sa stratégie. Mais de l'autre côté, on peut faire des investissements sur le long terme, c'est-à-dire un an, et le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie type Monero ou Ethereum dans le top 10 des crypto-monnaies, sur les 4 dernières années, il n'y en a pas une qui a fait moins de 100% à l'année. Donc c'est quand même incroyable dans le sens où je pense que les gens qui ont acheté leur Bitcoin à 20 000 dollars en décembre 2017, enfin, j'ose espérer qu'ils pourraient peut-être récupérer leur investissement en décembre Oui, d'accord. 2018. Et Donc tu veux Ah, dire prendre certes. une position sans stop loss en fait, c'est-à-dire c'est pas voilà, d'invalidation. exactement, D'accord. c'est plus du Mm. placement crypto, voilà, du Mais placement sur le long terme. la Après, difficulté, oui, c'est vrai. faut pas. Il y a eu des exemples dans les marchés financiers. On dit souvent, tant que je l'ai pas vendu, c'est pas perdu. Cet adage, il peut être vrai, mais il y a eu quelques exceptions où ça a été faux. Je crois que j'en ai déjà parlé. On a eu Eurotunnel dans les années 2000 qui est descendu à zéro et des millions de personnes ont été ruinées.
Ok, et à 7 centimes, des magazines de trading avertis disaient renforcer, acheter, c'est l'occasion du siècle, à 7 centimes. D'accord? Tout le Ouais. monde a placé les héritages, la maison de Tati, de Tonton, toutes les épargnes et tout. Allons-y sur Eurotunnel. Il a fait faillite et il a été à zéro. Et des millions de personnes ont été à plat. Et Ok, tu penses donc qu'on peut faire une différence, enfin, non, non, mais peut c'est pas que trouver je pense une c'est corrélation que entre une action comme c'est- Eurotunnel, qui était une société cotée en bourse, et aujourd'hui un actif comme le mais il y a, Bitcoin. ben nous, tout peut s'effondrer. Regardez, on est sur des sables mouvants. Il n'y a rien de structuré. C'est quand même extraordinaire. Dans le Ouais, projet, ça paraît superbe, mais en même temps, on est complètement sur quelque chose d'instable. C'est pour ça que pas tout le monde est dessus, parce qu'il y a tellement de volatilité. Il n'y a aucun projet apparaît. On dit tout le temps Ethereum, enfin bon, quelques trucs vraiment solides, mais sinon, c'est que de la start-up et c'est que du spéculatif sur les années à venir. Pour l'instant, on n'a rien de solide. Il n'y a pas de, oui, comme tu dis, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas des familles derrière, il n'y a pas des usines où il n'y a pas de Et savoir-faire puis, et qui est. ce qu'il y a quand même et qui est grandiose dans le Bitcoin, c'est aussi la technologie blockchain en soi. Oui, ça c'est Donc, superbe, ça c'est énorme. Mais si tu veux, c'est pas palpable, c'est encore vachement, ouais, comment dire, c'est extrêmement spéculatif. C'est extraordinaire sûr que encore. c'est extraordinaire, mais c'est très. Donc non, Aujourd'hui, le raisonnement c'était que on a vu, vous avez vu maintenant, avant, peut-être 10 ans, quand on rentrait chez un broker, il n'y avait pas d'avertissement. Maintenant, sur tous les brokers qu'on rentre, il y a marqué disclaimer ou avertissement, je crois. ouais, Il y a marqué attention, vous risquez de perdre 100% de votre capital et même plus. ouais, c'est Alors, c'est du disclaimer de l'AMF. voilà, ça c'est donc maintenant c'est marqué partout. Et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui peut se passer, c'est que tu peux rentrer sur le BTC à 20 000, il peut arriver le BTC à 500. À 500, t'en peux plus, tu dis bon, ben, j'ai moins 90%, je vends tout, et le lendemain, il revient à la TH. Donc c'est aussi la capacité psychologique à tenir la position quand elle est perdante. Donc je préfère louper un 1000%, mais être confortable pendant un an si le truc il revient à moins 90% de mon capital. Parce que je sais qu'il y a plein de techniques pour refaire la perte éventuelle. Il n'y a jamais de perte. Ou la frustration que j'aurais générée pour faire autre chose. Par exemple, là, quand on est en USDT et que nos pépites s'effondrent et qu'on perd tous les jours, je sais pas, moi, selon les bagues, 100, 200, 300 dollars par jour, ou même les petits bagues, 10, 20, 30, 50 euros par jour, eh bien, au lieu de perdre cet argent, ben, par exemple, on peut travailler avec un petit portefeuille spéculatif sur CoinMarketCap, par exemple, c'est un exemple. On peut travailler les mainnets, les testnets, les trucs comme ça. On peut travailler la partie fondamentale et les sorties d'informations. Comme on a vu EOS tous le 2 juin, on attendait la sortie de mainnet. Vous avez vu, comme on dit, ça a pump. Moi aussi, maintenant, j'ai le vocabulaire des Ouais. trucs. Ça a monté. t'es un vrai Et cryptomaniaque, Jean-Luc. voilà, et Ouais, on a vers fait la moon. 1%. Hein, donc, au lieu d'avoir un actif qui s'effondrait, enfin, on va dire de manière, c'est dommage, eh bien, prendre cette partie qui fondait, la mettre sur le EOS, attendre le magnet le 2 et faire un 20%. Donc, en fait, on perd jamais parce que ce qui est important, c'est vraiment de préserver le capital. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, même si l'actif est super et que dans pas longtemps, enfin, non, sur le moyen terme, long terme, ça va finir par monter, c'est dommage de souffrir et de voir son capital fondre alors qu'on peut le sortir, mettre de côté le projet, dire bon ben voilà, moi ce projet-là, je y crois, mais pour l'instant, ben, il n'y a pas de hype, il s'effondre, c'est dommage de perdre tout l'argent que j'ai dessus. Ben, une partie de ce capital, je le prends et je l'investis sur quelque chose que j'ai repéré et qui semble donner en ce moment beaucoup plus d'opportunités que l'actif que je conserve. Même Quelque si je chose. crois au projet, les développeurs, la tech, on a vu plein de choses. Moi, j'avais des jeunes là, s'ils m'écoutent, là, ils le savent. Hein. On avait à un moment donné des XBuy, Dento, des Ford, des machins comme ça. Ils ont super performé. C'est des trucs qui allaient au plafond. Ils ont fait moins 87%. Je connais des personnes qui avaient 400 000 dollars latents et ils sont redescendus à 80 000. Quelque part, ça fait de gros montants. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'attendre de perdre 320 000, par exemple, latent? Ils ne les avaient pas, ils étaient sur le papier. Hein. Mais ça fait quand même pas mal au Mal, cœur, mais c'est moralement. dommage. Ça fait Si. dommage. Je préfère à moins 100 000, par exemple, me mettre flat et garder 300 000 de capital que de me mettre dans une situation où je me retrouve à 80 000 et potentiellement avoir laissé 320 000.
Donc c'est un peu délicat. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui emploient ce terme, je hold, je conserve, je conserve. Bon, Bah, après, c'est il c'est une faudrait technique. peut-être faudrait faire un calcul aussi À mesurer, à mesurer. voilà, Oui, à pourquoi pas. mesurer entre le mec qui a acheté l'ICO d'Ethereum à 1 dollar et qui Oui, aujourd'hui a récupéré ses profits et l'autre qui a tradé pendant 3 ans pour. Faut mesurer en fait. Mais je pense que l'investissement à long terme sur des bons projets crypto, ça peut réellement oui, payer. bien Oui, sûr. après, Voilà. quelque chose Après, qui me taraude, excuse-moi, je te laisse tout de suite la parole après Baptiste. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, je me suis fait incendier pour avoir osé blasphémer sur Ethereum. Ethereum est bien, EVM est un bon projet qui a sans doute de quoi faire. Il a beaucoup d'applications qui commencent à graviter autour, des applications concrètes mais pas forcément utiles dans la vie de tous les jours, pour l'instant en tout cas. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'Ethereum sera toujours là? Certes, Ah c'est non, un mais des moi, actifs les plus je suis prometteurs, mais totalement d'accord avec toi. Vitalik est un génie, Ethereum c'est très bien, mais Ethereum a ses limites et il n'est pas évolutif, Ethereum n'est pas scalable et ça va poser un réel problème. Après, je pensais plus enfin, ton exemple aurait été concret avec le Bitcoin. Disons que le Bitcoin, pour moi, c'est la monnaie de référence. Les développeurs de Bitcoin Core font un excellent travail sur l'évolution de la crypto-monnaie. Et ce projet-là, il ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. tu Mais peux pas dire l'Ethereum, ça sur Ethereum, parce que Ethereum, au-delà de ses compétences techniques, c'est quand même la base de 90% des ICO. oui, Donc ça a aussi bah, une pertinence par rapport à ça. Tu vois, le nombre d'ICO qui font des tokens ERC20, c'est aussi ah, la mais force justement, le d'Ethereum. token ERC20 n'est pas scalable, n'est pas évolutif et ça va poser un problème, je pense en tout cas, dans l'année à venir, où beaucoup de monde vont exact. se rendre compte qu'à la fin de l'ICO, bah, ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils veulent concrètement bâtir comme projet, ça ne sera pas viable. Ah, t'as raison, on voit que EOS qui a fait son mainnet justement pour passer Voilà. de ERC20 à son token justement dédié. Parce qu'aujourd'hui, voilà, si on utilise la blockchain en tant que telle comme software pour une application ou quelque chose, le RC20, c'est pas forcément ultra optimisé. C'est un début de technologie, Ouais, un début c'est ça. très prometteur, mais voilà, il y a quand même ce mais pour l'instant. Peut-être que je peux totalement me tromper et que par la suite ça va être miraculeux, et je le souhaite vraiment. Mais voilà, il y a toujours ce mais. Mais ça avance vraiment vite. Les technologies, elles se développent quand même à une vitesse Alors, où je on propose est, qu'on on est- fasse un petit point rapide. Baptiste, tu avais un Moi, mot à je veux juste ajouter. dire un truc, parce que vous parlez depuis tout à l'heure de trading, de hold long terme, ou justement de faire du trading tout le temps pour récupérer ses positions. Il ne faut pas oublier, comme a dit Thomas, il y a des personnes qui ne savent pas trader. Il y a des Mm. personnes qui n'ont pas envie de perdre 2 heures par jour, qui n'ont pas non plus les D'accord, oui. compétences ni l'envie de trader. Moi, j'ai beaucoup de gens justement au CFC qui descendent, Mm. ils ont fermé leur portefeuille, ils regardent plus, ils pensent plus. Et ils savent Oui, que c'est ce dans qu'on m'a dit 2, aussi. 3, quatre Ouais. ans, ils savent que le Bitcoin sera plus haut ou l'Ethereum sera plus haut. Ils se prennent pas la tête à dire, bah écoutez, moi je vais trader pour prendre 5-6% tous les jours. Ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que le monde des cryptos n'est pas accessible à tout le monde aujourd'hui. Il est compliqué d'acheter du Bitcoin. Aujourd'hui, on peut dire que c'est compliqué. Nous, on a l'habitude, on côtoie les places de marché, on sait faire un KYC, mais c'est pas donné à tout le monde non plus de pouvoir acheter du Bitcoin facilement et d'apprendre les analyses techniques, les Bollinger, les supports, les résistances, les points de pivot. C'est du travail, je pense que c'est énormément de documentation. Et pour en arriver à un niveau comme tu l'as, Jean-Luc, c'est énormément de travail. Je pense que tu peux aussi en témoigner, mais c'est des années de travail. Alors oui, je reviens. Ceux qui savent faire, gérer vos positions. Ceux qui ne savent pas faire, holder au mieux et ne perdez Serrer les pas trop fesses. d'argent. C'est ça. Ne faites pas de trading, ne vous embarquez pas dans le day trading, ça pourrait être très dangereux. C'est clair. Donc, je propose de passer un petit point très rapide sur nos marchés financiers. Je rajoute encore des guillemets réels. Et ensuite, on passera au grand débat. Parce que c'est vrai que le temps file avec vous, Ouais. c'est incroyable. C'est toujours agréable. Et alors, qu'est-ce qu'on a en ce moment est-ce que vous avez entendu des grosses news? Parce que moi, je sais que j'ai entendu la guerre commerciale sur les matériaux type acier, aluminium européens. C'est bon, de Mr. Trump, enfin la belle marionnette, enfin le Mr. Bean américain, qui a réellement signé le traité, justement. Il s'en est vanté avec une grosse signature bien gigantesque. Euh,
ça c'est quelque chose qu'il a compensé, enfin bref, c'est un avis perso, mais qu'il a ratifié le traité, comme quoi c'est bon, on pourrait avoir quelques soucis, même les géants pétroliers, qui peut-être, avec un peu de chance, passeront entre les mailles du filet. Il se passe tellement de choses, voilà, l'aluminium qui est en train de... Comment dire? Eh ben, Il je y a te laisse m'introduire le l'aluminium. sujet. Ouais, c'est un bazar pas possible. Alors pour ceux qui ne savent pas, tout récemment, enfin et même quelques semaines, voire mois avant, Donald Trump parlait déjà de guerre commerciale, parce qu'ils sont en train de se faire gentiment bouffer, euh, par tout ce qui est, enfin tout ce qui est dans le secteur un peu métallurgie, acier, comme quoi il voulait taxer notamment l'acier, l'aluminium aussi français, allemand, pour empêcher une compétition trop rude par rapport à ces secteurs, pour préserver de l'emploi. Bon, certes, il va préserver de l'emploi du côté américain dans le domaine de la sidérurgie, ce genre de choses, mais bon, l'aluminium, ça sert à quoi par exemple principalement, et beaucoup en parlent, dans le secteur automobile, les voitures sont faites avec quoi en totalité, presque en totalité maintenant aujourd'hui? De l'aluminium. On va préserver des emplois pour en couper d'autres. Après, on peut penser ce qu'on veut, Mister Trump, il est plutôt rigolo, qui reste dans son pays. Bref, chacun son avis. On a aussi, je pense que tout le monde l'a remarqué, le prix à la pompe qui, me semble, augmente de jour en jour. Je sais pas si ça se ressent peut-être. Bah, le Ouais. diesel devrait être interdit à Paris d'ici 2 ou 3 ans, donc du coup, ils essayent de bien nous taxer avant de le faire disparaître. Mais ouais, c'est vrai que les prix, enfin, Bah, c'est pas que ça, c'est que l'écart entre le gasoil et le super diminue de jour en jour en fait. ouais, c'est ça, ouais. Parce que tu vois, le prix du baril, il n'est pas non plus excessif. Quand tu parles, Quentin, surtout au niveau des taxes et des frais en vigueur qui entrent en compte, il y en a de plus en plus. C'est simplement ça qui augmente le prix du baril. Ah non, Exact. il y a malheureusement, enfin, ce serait tellement beau si c'était que ça, mais il y a, alors, je sais que je vais en faire crier certains et d'autres qui vont me soutenir, je pense, une manipulation des prix du baril. C'est ignoble, c'est Bah, vraiment ignoble. je te laisse regarder le prix du baril. Récemment, il a baissé. Oui, et juste après sa montée, qui était un peu inquiétante. C'est clair. Il est passé de combien de, je crois, de 60 à quasiment 70 en deux Je trois crois qu'il mois. était... Ouais, bah, complètement, enfin, c'est hallucinant le prix de la pompe, et ça devrait encore continuer. Bah, justement, avec toutes les tensions commerciales, ce genre de choses, dans les pays Moyen-Orient. Oui, Jean? Moi, j'ai pris une grande décision. Il y a quelques temps, j'ai vendu ma voiture. J'ai deux vélos électriques avec ma chérie et j'ai deux trottinettes électriques. Ah, mais Je c'est ne ce vous que dis pas, j'allais dire, ouais. la liberté que j'ai, c'est extraordinaire. Quand je veux louer une voiture, je la loue. Quand je veux prendre un truc, comment dire, un Uber ou quoi, je le prends. Et le fait d'avoir enlevé la voiture dans ma vie, bon, après, il y a les commerciaux, ceux qui ont besoin de leur voiture, je ne dis pas ça, mais ça m'a enlevé un poids énorme. Je ne l'entretiens plus, je ne vais plus faire la queue à la station, je ne paye plus d'assurance. Franchement, j'ai une liberté. Je croyais avoir beaucoup de liberté avec la voiture, en ayant ma voiture. Et en fait, je retrouve que sans voiture, ben, on est bien. C'est perso, hein, mon avis perso. Après, toi, Ouais, tu as de la ouais, chance, mais moi, j'habite personnellement en Haute-Savoie, et il y a minimum entre 5 Ouais, sans, et 10 sans kilomètres voiture, sans entre voiture, on fait rien. chaque bled. Ouais, c'est malheureusement le cas. Euh, pour passer un petit peu au sujet suivant, on parlait aussi tout récemment, bon, ça a été comme d'habitude par les médias exagéré, même si c'est un petit peu le cas quand même, on parlait de l'Italexit. Bon, en ayant discuté avec l'un de mes collègues, je ne pense pas qu'il y ait d'Italexit. Ce serait vraiment, pour un petit rappel, l'Italie est quand même la troisième économie européenne. Je crois qu'il est... Mais d'ailleurs, l'Angleterre était classée à quelle position à l'époque? Ils ont... Alors, je crois que c'est la quatrième. Je sais plus si c'est du Ouais, coup je la pense troisième ou quatrième. je pense qu'elle était pas loin du classement quand même. Ah bah, l'Angleterre qui était d'une forte puissance, ouais. Et du coup, voilà, je pense pas qu'il n'y ait d'Italexit, mais malgré tout, qu'il y a un risque de faillite des banques italiennes. Mais comme vous le savez, privatiser les gains et mutualiser la perte. C'est nous qui allons payer, qui allons renflouer les caisses. Ah Il n'y a oui, pas non que les mais Italiens, mais comme d'habitude, c'est nous qui allons renflouer les caisses des banques italiennes. bon,
Ils vont simplement imprimer des billets, ils vont les mettre sur la dette et on va les aider. Bah, L'Europe va faire des dons et tout le monde sera content. ouais, c'est plus ou moins ça. Bah, enfin, le QE qui sera fait, je pense, pour soutenir encore l'économie, bah, je pense qu'on l'a. Le jour où justement, comment ça s'appelle, c'était le boom qui explosait sur le haut, on a vu tous les marchés financiers décrocher relativement violemment. Bizarrement, ils se remettent à monter. Je sais pas, Ouais. apparemment, les investisseurs ou les banques centrales n'ont peut-être pas pricé le risque. Mais bon, voilà, donc on parle peut-être pas parler d'Italexit tout de suite, parce que sinon c'est vrai que ça pourrait mettre vraiment à mal l'Europe. Une crise C'est pas. financière en Italie possible, mais Le oui. plus drôle, c'est pas ça, c'est les personnes qui ont dit, bon, l'Italie part de l'Europe, ça va augmenter le BTC. Ça, c'est quand même drôle. Par rapport au, par rapport aux crypto-monnaies, juste un petit pays, entre guillemets, comme l'Italie, comme hallucinant. Hmm, Comme arrêtez les gars. hop. Eh bien écoutez, il y a l'un de nos auditeurs qui va venir avec nous pour notre grand débat, et je pense que du coup on va y passer ce qui concerne justement la manipulation des marchés, la manipulation de l'information et la théorie des cartels. Ok, Hop, génial. je vais le switcher avec nous. Hop, petit instant. La théorie des cartels, ça fait peur. Pablo Escobar, de retour. Hop, Ouais. et Faut pas il est avoir Pablo, peur. avec nous. Bonjour ah, c'est Ternium, Pablo. Salut à tous. Salut tu, Tarnium. tu es donc en live avec nous, très heureux de t'accueillir. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ton parcours, qui tu es, si tu veux rester anonyme ou pas? Je m'appelle Ternium et moi aussi je suis alcoolique. Bienvenue. Bienvenue. Bon, eh ben, je pense qu'on peut Bienvenue. commencer Donc, de suite. on va se lancer Ok. dans le sujet de la théorie des cartels. Donc déjà, je tenais à dire qu'on ne parlera pas de manipulation, mais plutôt de suppression des prix, parce que le terme est plus juste. Je vais envoyer une petite image dans le live là pour introduire le sujet. Hop, c'est lancé. Voilà, donc si vous nous écoutez, toutes les informations, comment dire, toutes les informations et les images qui vont être diffusées par Thomas seront disponibles sur notre Discord dans le chat live. Si vous réécoutez ce podcast, je vais essayer de me débrouiller pour mettre toutes ces photos et liens dans la description de la vidéo YouTube. Et voilà, je te laisse continuer. Ok. Donc du coup, pour introduire un peu le sujet, voilà, moi je connais le Bitcoin depuis 2013. On sait que le Bitcoin, quand c'est arrivé, c'était un peu l'idéologie d'un monde meilleur, d'une redistribution plus juste des richesses et plein d'autres choses. Mais à côté de ça, il était énormément associé au Darknet. En 2014-2015, il y a eu un peu la folie des premières hautes crypto-monnaies type Ethereum, Monero, et, et ça a créé un peu de placement dans le trading. Il y a aussi eu le scandale de MTGOX. Et fin 2016, début 2017, quand le BTC a atteint la barre des 1000 $, c'est là où pas mal de gens ont commencé à s'y intéresser. Et un an plus tard, le BTC est à 20 000 $. Donc le BTC a quand même fait x20 en un an. Je pense qu'il y a personne n'aurait pu prévoir que le Bitcoin allait faire x20 dans l'année. Beaucoup de traders, beaucoup de prédictions disaient qu'il pouvait finir à 10 000 $ dans le meilleur des cas, mais 20 000 $, c'est au-delà de toute espérance. Ce qui a poussé le BTC jusqu'à ces 20 000 $, je pense que c'est aussi la propagande médiatique. Parce que quand il a commencé l'année à 1000, il est passé à 2000. À l'été, en juillet 2017, on était à 4000. Et à la fin de l'année, presque à 10, 15 000 avant d'atteindre vraiment son maximum à 20 000. La propagande médiatique s'est faite. On entendait parler du Bitcoin un peu partout et c'est devenu dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que imaginez que tout le monde commence à croire au Bitcoin. Qu'est-ce que ça va faire? Le Bitcoin, c'est une monnaie qui est décentralisée, donc qui est hors de contrôle. Donc, c'est-à-dire que si tout le monde veut acheter du Bitcoin pour soutenir cette économie, les fiat, donc les devises des gouvernements, n'ont plus aucun intérêt et ils perdent de leur valeur. En gros, si ces actifs augmentent, toute la masse monétaire va s'assécher et s'installer dans le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Donc, clairement, le Bitcoin, c'est un marché de gré à gré. C'est totalement différent des traditionnels marchés financiers qu'on connaît.
ce qui fait qu'il est normalement régulé par l'offre et la demande. Et moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais si c'est régulé par l'offre et la demande, qui a intérêt de vendre ces bitcoins? Si on gardait tous, si on faisait tous du hold, bah, la valeur descendrait jamais parce qu'il n'y aurait personne pour le vendre. Et croyez-moi que j'ai connu le bitcoin à 400 euros, il a fait que de monter d'année en année parce que l'idéologie des gens, c'était une nouvelle monnaie. Donc vraiment, comme je vous le disais, la redistribution des richesses, c'était vraiment quelque chose de beau. La vision était belle et tout le monde voulait garder les bitcoins qu'ils avaient achetés. Personne voulait faire du trading de haute fréquence ou du day trading et toutes ces choses-là, euh, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc clairement, j'ai commencé à me pencher sur le sujet quand j'ai vu que le bitcoin il s'est effondré, comme vous pouvez le voir dans le screen de TradingView que j'ai fait. Et donc cette idéologie, cette théorie des cartels, elle vient pas seulement de moi, je tiens à le souligner, ça vient d'une réflexion de plusieurs personnes actives également sur Twitter, dont Super Crypto que je vais citer, et d'autres posts que j'ai pu voir. J'ai aussi amené mon raisonnement économique sur le sujet pour en arriver à ce graphique que vous voyez ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 17 décembre 2017? Le 17 décembre 2017, c'est l'ouverture des contrats à terme sur le Bitcoin. Donc, je pense que vous en souvenez tous. C'est là où on était dans un mois totalement euphorique, la grosse bulle, les contrats à terme, le Bitcoin va rentrer en bourse. Mais qu'est-ce que c'est que les contrats à terme? Les contrats à terme, c'est aujourd'hui le premier instrument financier tradé en termes de volume. Concrètement, est-ce que j'ai besoin de faire une petite définition? Je ne sais pas. Vous Hmm. préférez que je vous explique rapidement ce que c'est que les contrats à terme ou... Vas-y, Ok. fais-nous Ouais, ça je peux quand même simplement. le faire rapidement. Les contrats Oui. à terme, en fait, ça permet aux traders de spéculer sur le prix d'un actif sous-jacent. Donc, en l'occurrence, là, on parle du Bitcoin. En fait, sans avoir à détenir cet actif, les traders peuvent générer des profits ou des pertes selon s'ils l'achètent ou s'ils le vendent, qui vont leur permettre de miser sur les évolutions du prix du Bitcoin. C'est-à-dire qu'en bourse, les futures permettent d'acheter des contrats à terme sur le Bitcoin pour prédire le prix du Bitcoin d'ici 2 mois. Donc, c'est ça qui se fait aujourd'hui en bourse par rapport au Bitcoin. Alors, je précise, il n'y a pas que des contrats à terme 2 mois, il y en a des 1 mois, une Ouais, il y semaine. en a des plus courts. Voilà. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Ouais, pas de souci. Et du coup, comme vous le voyez sur le graphique, donc le Bitcoin, ensuite, après sa bulle donc, du 17 décembre, l'ouverture des contrats à terme, il est passé sur une résistance, puis il a ensuite remonté. Vous voyez cette ligne magique des coïncidences. C'est comme ça que je l'appelle et c'est comme ça qu'on peut la nommer. Mais c'est quand même incroyable que le Bitcoin ait été dumpé à ces moments-là et que les trois sommets, on peut les appeler, corrèlent totalement. Donc le 8 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Le taux du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont toutes chuté, dans certains cas de 15% ou plus. Et dans la foulée, vous vous souvenez sûrement tous de ce jour-là, on a appris que les autorités sud-coréennes annonçaient l'interdiction des places de marché. Donc imaginez que dans tous les médias, l'information qui a été relayée, c'est que les autorités sud-coréennes ferment les exchanges. Donc en gros titre, dans tous les journaux. Je tiens à préciser, de mémoire, hein, je crois que c'était presque 60% des échanges à cette époque-là. Il me Exactement. semble, hein. Ouais. Je dirais plutôt 15 à 20% des échanges mondiaux. Parce que 60%, ça va être l'Asie. Donc, dans l'Asie, si on prend le Japon, après, les données sont sûrement pas exactes. Autant pour moi. Désolé. Mais voilà, imaginez ce qui s'est passé. On annonce que les places de marché sud-coréennes qui présentent 15 à 20% des échanges mondiaux sur la crypto-monnaie vont fermer. Et après le déjeuner, CoinMarketCap, que vous connaissez tous parce qu'il est aujourd'hui placé à la 110e place des sites les plus visités dans le monde. Donc CoinMarketCap a décidé de, comment dire, d'exclure les API des places de marché sud-coréennes. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on voyait affichées sur CoinMarketCap ne prenaient plus en compte les énormes places de marché sud-coréennes. Donc c'est quand même un scandale parce que on peut appeler ça de la manipulation de l'information car leurs informations étaient fausses. Et ça, c'est des faits qui ont été relayés aussi par plusieurs personnes sur Twitter de la cryptosphère avec des mails à l'appui qui envoyaient des mails à CoinMarketCap pour avoir des explications claires. Et À, Monsieur Chez, à- ouais, à- dis-moi. à l'époque de la grande
On l'appelle la grande bulle. On Ouais, avait des écarts de prix entre les marchés européens, enfin occidentaux en règle générale, et marchés asiatiques, et notamment sur Bitsum. Je me souviens, je l'avais observé à ce moment-là. ouais, C'était sur le Qtum. On avait 20% de ouais, différence c'est entre le prix incroyable. occidental et asiatique, ce qui est quand même vraiment 20%, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, surtout que, enfin, il suffisait d'avoir des accounts. Je me souviens que, enfin, moi, j'ai cherché des gens qui avaient des accounts sur les places de marché asiatiques pour justement leur envoyer des bitcoins pour qu'ils les vendent et pour qu'on fasse une vague comme ça, parce que c'était incroyable, comme tu le disais, c'était vraiment incroyable. On avait 20% de différence à des jours. Enfin, c'était un peu la folie. Du coup, je vais rebondir en passant sur le 30 janvier 2018. Donc, ensuite, quand CoinMarketCap a décidé de retirer les places de marché sud-coréennes, pendant 20 jours, le Bitcoin s'est écroulé. Il est ensuite sur une résistance à peu près 12K, 11K5, entre 11K5 et 12K pendant 7 jours. Et le 30 janvier, donc, annonce dans les médias, la SEC met fin à une des plus grandes ICO du monde. L'ICO, c'était Arise Bank, qui voulait créer une banque centrale décentralisée. Enfin, c'était un projet de malade et la SEC, qui est la Security Exchange Commission des États-Unis, a mis fin à cette ICO. Donc, c'était la première fois qu'un État, disons, met les pieds et arrête une ICO totalement. Ça, c'est une news qui a été relayée à 7 heures du matin par la plupart des sites d'information sur les crypto-monnaies. À 10 heures du matin, on nous dit que la régulation US assigne à comparaître Bittrex pour le Tether. Donc ce jour-là, vous vous en souvenez tous, c'était la news la plus importante. On commençait à se poser des questions sur le Tether. Le Tether qui est une monnaie, je le rappelle, cotée entre guillemets sur le dollar et qui est la seule monnaie qui aujourd'hui devrait potentiellement avoir sa capitalisation boursière vraie. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qu'on voit sur CoinMarketCap en termes de market cap, clairement, c'est faux parce que le market cap n'est pas calculé sur les actifs totaux de la société, mais c'est seulement la multiplication entre la total supply et le dernier prix échangé. Alors que Tether, vu qu'il est coté sur le dollar, il devrait avoir cette market cap, donc aujourd'hui à peu près 2 milliards et quelques de fonds. Par contre, c'est pas plutôt Bitfinex que Bitrex par rapport au Tether? Je crois que c'est Bittrex le Tether. Si, enfin, Ce n'est pas réellement Bitfinex, mais c'est une entreprise qui est jumelée. C'est oui. Tether Unlimited, mais qui est Et jumelé à qui, en Bitfinex. fait, ouais, à l'époque, Tether, quand ils ont lancé leur coin, il y avait une team affichée sur leur site, on avait de la chance. Aujourd'hui, on n'a plus de team, mais il semblerait que l'un des créateurs de Tether soit aussi un actionnaire dans la société de Bittrex. Non, c'est bien Bitfinex, je viens de vérifier, c'est bien ce que je Ok, pensais. donc de Bitfinex. Attends, parce que j'ai aussi un article là, sous la main. Mais du coup, pour en revenir aux news, à 11 heures, on apprend que Facebook banne les crypto-monnaies. Une annonce qui aujourd'hui a été mise en œuvre. Euh, à 2 heures, 14 heures de l'après-midi, les banques ferment leurs portes à Cryptopia. Donc, dans la même journée, pas de bol, quatre mauvaises nouvelles qui vont faire dumper le prix du Bitcoin dans les jours à venir. Et pour en revenir à Tether et Bittrex ou Bitfinex, la citation à comparaître dans l'article qui a été émis indique que Tether a été mis en assignation le 6 décembre 2017. Et donc, entre le 6 décembre 2017 et le 30 janvier, on n'a eu aucune news. Pendant 55 jours, enfin, l'information n'a été relayée nulle part et on a attendu ce jour-ci pour publier ces informations. Ensuite, si on revient sur le graphique, donc le Bitcoin, il a fait une chute sur 7 jours, il remonte, on arrive à la ligne magique des coïncidences qui nous met sur le 7 mars. Le 7 mars, alors, à 7 heures du matin, on a l'ancien chef du CFTC. Donc, le CFTC, c'est les Commodity Future Trading Commission. C'est une agence fédérale indépendante américaine qui est chargée de la régulation des bourses de commerce où se traitent les matières premières et notamment les contrats à terme. Et je ne vais pas lire toutes les informations, mais une des plus importantes, c'était à 11 heures du matin, le fameux hack de Binance.
Je pense que vous vous souvenez aussi de ce jour-là vis-à-vis de cette info, qui, Binance enfin, sur leur compte Twitter, avait déclaré s'être fait hacker. Et au final, c'était une faille qui a été, je me souviens plus exactement, Du c'est phishing, une c'était faille. du phishing. Ouais, c'était du phishing, c'est ça, ouais, Non, c'était exactement. par rapport au bot de trading qui a été mis en place par rapport à Binance. C'est le bot de trading qui avait fuité par rapport au CK API. Mais je crois que le premier tweet a été comment dire, une accusation de phishing par rapport à leur serveur, mais ensuite ils sont revenus sur l'info et ils ont expliqué vraiment. Mais au final, il n'y a eu aucun vol, il ne s'est rien passé sur la plateforme, donc tout était résolu. Et Non. le même jour, pour en revenir au 7 mars, vous l'avez aussi sûrement entendu, la vente des 400 millions issus de MTGOX, donc du fameux scam de MTGOX. Donc, on va Alors, dire que c'était une... je vais quand même lire toutes ces informations pour nos auditeurs. 7 heures du matin, donc on est toujours sur le 7 mars. Ah oui, 7 heures du matin, donc le chef de la CFTC, donc les républicains veulent réguler les cryptos. À 10 heures du matin, deux bonnes news qui plombent tout. Donc, le Japon qui commence à vouloir punir les places de marché, notamment il y avait comment ça s'appelle, notamment les monnaies les monnaies anonymes. ouais. 11 heures du matin, donc le Binance hack. 9 heures du soir, la Fed qui prend des mesures de répression contre les places de marché. Euh, la SEC aussi qui déclare que potentiellement les places de marché sont illégales. Et hop, on en était. Ouais. 10 heures du soir, avis de sanctions publié par l'organisme de régulation japonaise contre 7 exchanges. C'est déjà pas mal. 11h PM, Giancarlo de la CFTC déclare: les organismes de régulation américains et étrangers font équipe contre la crypto. Déjà des news qui fait peur. Et pour revenir à ce que tu disais, donc les 400 millions de La dollars vente, de MTGOX. Je pense que je relayerai tous les liens des articles parce que je les ai dans un Word. Ça peut intéresser tous les liens qui sont assimilés à ces articles avec les heures précises et vraiment le 7 mars. Mais voilà, pour en revenir au sujet, c'est quand même incroyable que de telles informations sortent d'à peu près tous les sites d'information concernant la crypto-monnaie à- dans des journées pareilles quand le Bitcoin il atteint des supports ou quand on veut le faire baisser, parce qu'on sait que c'est très facile de relayer des informations dans les médias et de créer un FUD. Et un FUD, bah, ça permet à ces fonds d'investissement, je pense, à ces cartels de gagner de l'argent. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour personne aujourd'hui de créer un FUD. Je peux même le dire aussi, il y a quelque chose que j'ai pas noté, mais c'est le 7 février 2018, la Hong Kong Monetary Authority, donc vraiment la HKMA, publie une information sur son site qui dit que quelqu'un a piraté la boîte aux lettres de la Banque centrale de Chine pour envoyer par courriel un faux avis au sujet de la répression des bitcoins. Donc, qui a intérêt à pirater une autorité de contrôle financier japonaise pour émettre un faux communiqué de presse créant un FUD? Même un hacker ou n'importe qui n'a aucun intérêt à faire ça parce que personne peut, à proprement dit, bénéficier d'un FUD. Donc clairement, on peut penser que c'est de la manipulation. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est important à souligner, c'est la place de marché, donc OKEX, que vous connaissez sûrement tous, qui est dans le top 10 des places de marché. Le 30 mars fait une annonce, donc le 30 mars 2018, chers clients, à 5h, 6h30, excusez-moi. Chers clients, un certain nombre d'utilisateurs ont effectué des transactions inhabituelles pour manipuler le prix du contrat à terme trimestriel Bitcoin, le faisant s'écarter considérablement de l'indice du Bitcoin. Sur la base de l'enquête de notre équipe, l'utilisateur a fermé un grand nombre de positions au prix du marché sans tenir compte du coût, ce qui l'a fait chuter à un niveau anormalement bas. Nous divulguerons les détails des transactions dans un avis ultérieur. Et là, je vais partager un graphique pour vous expliquer concrètement ce qui s'est passé ce jour-là Pendant, sur pendant, les... pendant qu'il les... fait ça, on a une légende dans le monde de la crypto qui s'appelle Spoofy. Certains le connaissent sans doute. Spoofy, issu justement enfin, le spoofing,
notamment manipulation de marché, faire apparaître et disparaître des gros walls, que ce soit en achat ou en vente pour faire peur justement aux gens et faire justement les faire quitter la position ou sinon complètement faire dumper ou pumper le cours, une grosse manipulation de marché en tant que tel pour justement, comme il l'a décrit tout à l'heure, comme Thomas l'a décrit tout à l'heure, faire des gros long squeeze ou des short squeeze qui je le rappelle, c'est faire sauter à la chaîne tous les stop loss, ce qui entraîne généralement une grosse chute ou une grosse montée, une grosse extrapolation du mouvement. Et pour faire ça, faut quand même avoir un certain pouvoir, un certain volume. Pour pouvoir faire exploser des stop-loss sur des grosses places de marché, il faut quand même envoyer du capital, des grosses liquidités. Et comme on peut le voir sur le graphique que j'ai partagé, entre donc le 24 avril et le 30 mars, juste avant l'annonce de OKEX, on voit quand même que quelqu'un a bouclé des positions vraiment pour les boucler, quoi. Pour faire exploser les stop loss, comme tu le dis, on voit des grosses barres de 15 minutes. Et quand on voit ça, moi, je peux pas m'empêcher de croire que c'est les particuliers entre eux ou les traders entre eux qui ont décidé de vendre. C'est forcément un contre-pouvoir très puissant qui peut se permettre de faire, de créer des barres de vente à cette hauteur-là, forcément. Sauf si vous avez peut-être un avis sur la chose, Non, mais qui clairement, est même à l'époque, je me souviens, j'avais entre guillemets mon prof de trading. Je lui fais un petit ouais, coucou d'ailleurs. Euh, c'était bête, mais c'était à l'époque où l'IOTA était encore. C'était avant le gros bull run, il était encore à 80, je crois qu'il était à 90 centimes. Donc on voulait le prendre en position en longue. Et là, il nous a dit rentrez avant moi. Du coup, nous on commence, on commence à rentrer gentiment. Le cours est monté, enfin tout légèrement, ce qui est normal. Et là, de 90, après toutes nos entrées successives, lui, il commence à entrer. Boum, 96 centimes. Ah, effectivement. Et il faut de la liquidité quand même, on est d'accord. Mais il faut peu de liquidité pour faire bouger le marché. On peut le voir assez facilement pour commencer à déclencher une bonne vague de stop loss et un bon mouvement sur le BTC, que ce soit à la hausse ou à la baisse. 10 millions de dollars et c'est torché. Le mouvement ouais, commence à suivre. Les bots de trading qui sont notamment assez présents, mais pas encore en trop grande quantité, heureusement pour nous d'ailleurs, commencent à justement prendre ça comme un signal et boum, on suit la tendance, on scelle. Et là, c'est effet boule de neige, gros, long ou short squeeze et c'est fini. Il y a tout qui saute, margin call. ouais, exactement. Ouais, c'est pas compliqué avec des grosses liquidités de dumper le marché. Finalement, le marché des cryptos, ça représente pas des milliards de milliards à l'heure actuelle. Clairement. Du Je vois Sensi qui parlait de l'order book. L'order book aussi fait beaucoup, émotionnellement parlant. C'est pas Ouais, un bon ouais. indicateur, l'order book. C'est pas ça à prendre vraiment à la légère. Je te laisse reprendre, Du désolé. coup, je voulais revenir aussi sur les contrats à terme. Donc, pour vous faire un peu un visuel de ce qui est arrivé au marché type or, silver et uranium dans les 25 dernières années, et les contrats à terme, je vous ai partagé des graphiques où on peut voir clairement que l'arrivée des contrats à terme dans ces marchés-là les ont fait dumper. Et par exemple, si on prend l'uranium qui est passé de 5 dollars à 130 dollars de 1993 à 2007. Les contrats à terme ont débuté en mai 2007. L'uranium ne s'en est jamais remis. Donc il s'est écroulé depuis mai 2007 et il n'a jamais remonté. L'or, donc qui est l'exemple le plus concret parce que l'or, voilà, c'est quand même quelque chose de palpable, c'est comparable au Bitcoin dans le sens où c'est rare, c'est quelque chose dont les gens en parlent, mais le Bitcoin n'est pas palpable, l'or l'est. Donc l'or, ce qui s'est passé avec les contrats à terme, c'est que les contrats à terme, théoriquement, sur l'or, sont arrivés en 1974, donc après que l'or ait été découplé du dollar en 71. En 1974, il n'y avait aucun intérêt
pour le gouvernement américain de faire dumper l'or via les contrats à terme parce qu'il était il était découplé du dollar et que les États-Unis, à l'époque, ils n'avaient pas une dette de 21 billions. Parce qu'aujourd'hui, la dette et l'or ont augmenté paraboliquement en 2011. Ouais. Entre 2008 et 2011, après la crise financière, on a quand même pu voir que l'or a beaucoup augmenté et la dette américaine, à côté de ça, a presque doublé, enfin en arrivant à des montants totalement inimaginables. Si vous voulez, j'ai aussi des articles qui concernent la manipulation de l'or. Le 29 janvier 2018, la CFTC, donc comme je le disais tout à l'heure, la Committee Future Trading, dépose 8 actions anti-spoofing contre 3 banques, donc la Deutsche Bank, la HSBC et la UBS, et 6 particuliers pour usurpation de certains produits à terme sur l'or et d'autres métaux précieux négociés à la Commodity Exchange. Donc clairement, le cours de l'or a été manipulé et une enquête est en cours. En janvier 2018, un autre article, 6 commerçants arrêtés pour avoir manipulé le marché de l'or. 6 négociateurs qui manipulaient les marchés de l'or et de l'argent étaient actuellement ou anciennement employés par UBS, HSBC et Deutsche Bank. Donc, clairement, des enquêtes sont en cours aujourd'hui. On pense que l'or a été manipulé via les contrats à terme. Donc, pour en revenir un peu au sujet cartel, enfin, dire cartel, c'est un grand mot parce qu'on pense directement au cartel du Mexique, cartel d'Amérique du Sud, mais je veux pas aller jusque-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, le cartel en soi, c'est certains traders, agences, fonds d'investissement, grandes institutions financières Ah, et des HSBC, médias. qui clairement a HSBC, blanchi le voilà, cartel mexicain. Des millions et des exactement. millions. Exactement. Et ces gouvernements, voire gouvernements, mais je peux pas non plus accuser les gouvernements, mais des banques comme la HSBC n'ont aucun intérêt à voir évoluer le prix du Bitcoin. Ça, c'est vraiment contre leur pouvoir. Ils pourraient vraiment perdre énormément de pouvoir et perdre le contrôle de l'argent qui est très important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le cartel regroupe un peu toutes ces institutions et dans la crypto-monnaie, on peut les retrouver sous le nom de Cointelegraph, Coindesk, CoinMarketCap, Coinbase. Coinbase, aujourd'hui, c'est détenu à 50% par le Nasdaq et par Mastercard. Enfin, tous ces médias qui manipulent un peu, qui dominent en tout cas le marché, peuvent faire poids contre les prix et faire de la suppression de prix. Pourquoi ils font ça? C'est pour le contrôle de l'argent, tout simplement. Comme je vous le dis, les élites financières ont reconnu que le Bitcoin et les cryptos sont une menace clairement pour leurs existences et pour leur fiat. Donc, il est important pour eux d'arrêter cette ascension et les laisser libres de leur pouvoir. Si je me trompe pas, je crois que c'était aujourd'hui. Alors voilà, je ne vais rien affirmer du tout, parce que c'est peut-être un petit peu extrême de dire ça, mais apparemment le FMI, qui encourageait un peu les crypto-monnaies, a déclaré qu'elles pouvaient potentiellement être dangereuses et peut-être contre, au final, les crypto-monnaies. Donc, Ah, bien sûr. il va falloir Mais commencer à aujourd'hui, faire attention. on voit clairement que c'est difficile d'acheter du Bitcoin. Aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. La carte de crédit, acheter du Bitcoin par carte de crédit, c'est presque mission impossible. C'est contrôlé, c'est limité. Et encore en France, on n'est pas des consommateurs à crédit, mais peut-être que 20% de la population en France ont des vraies cartes de consommation à crédit. Quand je dis carte de crédit, je parle de vivre à crédit, donc d'être prélevé le mois prochain. Nous, en France, on utilise des cartes de débit. On a des découvertes, certes, mais on ne consomme pas sur le mois prochain. Mais imaginez qu'aux États-Unis, on puisse acheter des crypto-monnaies et que, comme je vous l'ai dit au début, si tout le monde achète et hold, le marché est dominé par l'offre et la demande. Il ne peut pas s'écrouler parce que tout le monde veut devenir riche, donc personne ne vend. Et de là, tout le monde pourrait créer créer de l'argent finalement, comme le fait l'État via l'impression de billets, par la crypto-monnaie. Donc c'est super dangereux pour les gouvernements. C'est même ça pourrait atteindre un point de non-retour si demain tout le monde se mettait à 200% dans le Bitcoin, parce que ça plomberait leur économie, clairement. Mais aujourd'hui,
on a quand même des données qui nous disent que 1% de la population détient 99% des richesses mondiales. Et je pense que dans la crypto-monnaie, c'est à peu près la même chose. Les gros fonds d'investissement, ce cartel, entre guillemets, détient énormément de crypto-monnaies, énormément de Bitcoin et domine le marché. Et ça va à l'encontre de toute analyse technique que peuvent faire des traders ou des choses comme ça. Et moi-même, je ne suis pas trader, je trade rarement parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui sont quand même incroyables. Enfin, des candles, des barres qui n'ont aucun sens. Aujourd'hui, j'ai du mal à croire que quand le Bitcoin fait une chute de 200 $, tout le monde s'est mis derrière son ordi et on s'est dit on va faire péter les stop loss. Donc je pense que tout ça, c'est quand même manipulé par une élite financière et la crypto-monnaie, c'est seulement un pion dans l'échiquier, comme l'a été l'or, l'uranium et tous ces biens qui peuvent faire écrouler une économie. Je me permets de rajouter, parce que je viens de trouver la distribution des bitcoins et des wallets. Il faut savoir qu'il y a plus de 40% des bitcoins qui sont détenus par des wallets entre 1000 et 1 million de bitcoins. Donc il y a 3 wallets qui ont entre 100 000 et 1 million de bitcoins. Et il y en a plus de 1500 qui en ont entre 1000 et 10 000. Donc il y a quand même pas mal de wallets qui sont des très très gros porteurs. Exactement, exactement. Bah, c'est bien que tu aies pu donner ces données parce que je les avais pas, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, le Bitcoin est dominé, largement dominé par les grandes institutions et par ces Carrément. personnes qui Il faut détiennent savoir qu'il ce y a pouvoir. moins de 5% des personnes sur le portefeuille, enfin moins de 5% des portefeuilles Bitcoin ont moins d'un Bitcoin dans son wallet. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes nous, dans les groupes qui ont entre 2000, 3000, 4000 euros en actifs. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont, et là on parle que de Bitcoin, hein. On parle pas de crypto et de Ouais, portefeuille total, mais en Bitcoin. Donc les personnes qui ont moins de 1 Bitcoin sur le wallet, c'est seulement 3,99% des tokens total. Mm. Donc c'est Et toi, vraiment ridicule. Ternium, on t'entend pas beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses de toi qui es un petit peu dans le monde de la crypto, mais un petit peu en dehors, si je me souviens bien. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu y vois? Ternium? on a perdu Ternium. On a perdu Ternium. Il est allé boire une canette. Il est allé boire une canette, il revient. Ok, ok, Il est à la génial. plage. Bah écoute, toi, Jean-Luc, qu'est-ce que tu en penses? Thomas, super en tout cas ce travail un petit peu comme ça fondamental et derrière les coulisses. Et c'est vrai que bien sûr, au-delà de ça, il peut y avoir des personnes intéressées et un peu affûtées qui manipulent un petit peu ou qui essayent un petit peu comment dire, d'orienter. Mais bon, ceci dit, quand on est un petit peu trader, un peu expérimenté, on peut les suivre et éventuellement vendre ou acheter l'actif. On peut quand même sortir l'épingle du jeu. Mais c'est super intéressant comme travail. Je n'avais pas cette idée-là comme ça. Mais je t'invite à poster sur le site des documents et des liens où on peut aller visiter. Merci pour ce beau travail. Bah, c'est gentil, Je merci. vais approfondir. Merci, c'est super. Bah, de toute façon, je pense que je ferai un post ouais, qui Ouais, synthétisera, parce que j'ai déjà fait pas mal de travail de recherche. Donc, ouais, j'ai toute la trame qui est à peu près prête. Donc, Si tu as je ferai un un post. Google Doc ou un fichier drop où tu peux tout condenser, que je puisse mettre dans la description ouais, sur YouTube, ce avec serait plaisir, vraiment super. au top. Ouais, ouais, exactement. Bah, en fait, c'est un peu mes notes personnelles. Donc, elles sont un peu fouillies par-ci, par-là, des écritures, des fautes. Donc, je vais quand même refaire un petit point pour essayer de faire un article propre. Et je pense que dès demain, bah, je te mets ça en Google Doc. Ce serait même génial, ce serait totalement génial. C'est vrai qu'on est soumis, enfin, tu parlais de FUD tout à l'heure, mais il y en a marre. Quand, Non, quand mais on voit, c'est gros, hein. Ouais, Quand tu c'est, vois le 7 c'est- mars, les news qui sont tombées et le 30 janvier. Enfin, le 7 mars, tu regardes, t'as un Japon qui ferme, SEC, que les places de marché sont illégales, acte de ouais, c'est quand Binance, même. la FED prend des mesures. C'est énorme. C'est Enfin, incroyable, mais ce qui est incroyable, tout d'un coup, c'est énorme. c'est que ça leur, ça crée, en fait, le fait que le Bitcoin baisse, ça n'arrange personne au final. Ça n'arrange personne. C'est très difficile Ça arrange aujourd'hui comme de les faire. grosses baleines pour qu'ils achètent plus bas. Voilà, Tu vois, exactement. dans le monde des bitcoins, comme tu l'as dit, le marché il est à 400 milliards en grosso merdo Ouais. de supply, de market cap. voleur Entre guillemets, parce que la d'expression. market cap c'est différent. Mais si tu veux, par rapport à tous les family office et tous les hedge funds, on est loin d'avoir toutes les personnes qui veulent intégrer le crypto-monnaie y être dans le milieu. Donc ils veulent faire baisser le cours pour tous encaisser, mine de rien. Parce que je vous dis, 400 milliards, c'est ridicule.
Ouais, non mais pour une exactement. économie et pour un système. Si le jour où les crypto-monnaies atteigneraient 10% des fiat, on sera, comme dit tout à l'heure, à plusieurs dizaines, Après, centaines de milliards. moi, je garde quand même espoir dans le sens où, voilà, il y a quand même beaucoup de monde qui partage l'idéologie du Bitcoin, ce que peut être le Bitcoin, ce qui peut apporter, ce qui peut nous apporter dans les années à venir. Et enfin, ce qui me fait, en fait, le but du cartel, ce serait d'envoyer le Bitcoin à un prix qui dégoûtera tout le monde. Donc vraiment, je pense que eux, fondamentalement, ils veulent le faire descendre jusqu'à à peu près 1000 $ ou moins de 1000 $. Comme ça, bah, tout le monde sera dégoûté par cet actif. Il y en aura énormément qui auront short leur position. Mais Ou on a quand même vu, bah, comme tout à l'heure, on parlait des supports. Il y a eu un bon support à 6800 $ et il a été testé 2 fois. Il ou n'a pas été plus bas. Donc, peut-être une ouais, contre-théorie sur ce que tu viens de nous exposer là, mais qui justement faire descendre, toujours dans l'esprit de dégoûter les gens et arriver en phase finale, justement la phase de désespoir complet où tout le monde commence à lâcher le Bitcoin, que le Bitcoin perd en valeur. Après, je dis pas que ça peut se faire peut-être sur 1 an, 2 ans. Enfin, moi, je le verrais plus incessamment sous peu. C'est un avis ouais, personnel, hein. Mais ouais, On je a pense que une... Sensi, pardon, excusez-moi, on a Sensi qui répond sur le chat live de manière intéressante si quelqu'un veut répondre à Sensi. Ok, bah attends, faut que je lise. certes, moi je suis assez d'accord, mais justement, pour qu'ils puissent que ce cartel en question, que tout cet Ouais. ensemble de manipulateurs qui orchestrent un petit peu tout, l'émission va d'ailleurs bientôt se terminer, je précise, euh, tout cet ensemble de manipulateurs rachètent à un certain moment. Quand qu'on soit en phase de désespoir, qu'il n'y aura plus personne, Ouais, exactement. je pense que ça se remarquera déjà sur le V-bottom qu'il fera et les volumes qui seront rentrés notamment à ce moment-là. Ah bah Et ça se je, voit déjà maintenant. Ouais, Ça mais se voit déjà justement, je trouve maintenant. que ça se voit déjà pas mal et que on le voit sur des candles sur 1 heure ou des choses comme ça. Je trouve que le mois dernier a été particulièrement intéressant à analyser au niveau de l'heure. Si vous prenez le Bitcoin sur 1 heure, on voit des candles qui sont presque les mêmes, quoi. Et des volumes qui se ressemblent aussi énormément en termes d'achat, en termes de vente. On voit des choses qui sont bah, pas très explicables, quoi, concrètement. moi personnellement, c'est là où je vais pas être forcément d'accord, c'est qu'on voit les volumes qui s'affaiblissent vraiment. Et je pense que le jour où justement on verra des volumes qui vont contrer cet affaiblissement permanent de volume, parce que ça se constate, il y a l'épuration qui est en train de se faire, et le jour où les volumes vont revenir, ça veut dire que la smart money, ou, entre guillemets, pour reprendre un peu les termes, le cartel, sera rentré. Les personnes qui ont un réel intérêt seront re-rentrées. Et sur ces belles paroles, je pense qu'il est temps de se quitter. Est-ce que vous avez une dernière petite chose à dire? Et Bah, on merci. va dire au revoir Tarnium, au revoir Tarnium. Ouais, merci, Ternium. Merci Tarnium, super, super, magnifique. Bon, Bon, bah, vraiment, Euh, c'était génial, hein. Merci à tout le monde. eh ben, Bien gérer ses positions, mettre un stop loss pour ceux qui peuvent le faire et mettre un petit billet dans la crypto. Il y a 3 belles années devant nous. Et le Bitcoin, Exactement. c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il y a quelque chose d'extraordinaire avec la blockchain. Et je la ouh, sors à chaque fois Exactement. celle-là. Hein. des mots J'aime bien bien. sages, J'aime hein. bien. Ah, elle est excellente. Bon, bah Ouais. écoutez, mais Salut les crypto dingos. alors un Allez, ciao, instant, ciao, Salut, bonne salut. soirée. non, pas tout Bonne de soirée. suite. Je voulais vous, pas tout de Ah, suite. Je sais que vous êtes pressé de partir. Je voulais remercier, comme d'habitude, l'équipe d'avoir été là. Donc Baptiste, Rabat et Jean-Luc. Comme d'habitude, vous êtes toujours au top. Et Et on merci remercie Phil aussi. À la prochaine, Phil. Ciao, ciao. Phil qui malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Il y avait beaucoup de boulot. Et merci Thomas d'avoir c'est moi qui accepté vous notre invitation. remercie. C'était un plaisir. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, bon trade et à lundi prochain de 21 h à 22 h 30 avec le Trading Point. Bonne soirée à Merci. tous. Ciao, ciao. Ciao, bye. Ouais.